Donc d'abord, je voudrais remercier nos intervenants pour leur confiance, m'avoir suivi dès le départ dans ce projet. Je voudrais remercier aussi, je ne les oublie pas, tous les partenaires ISUPNAT qui nous ont apporté leur support et sans lesquels, bien, ce colloque, matériellement, n'aurait pas pu être possible. Mais j'adresse particulièrement une pensée, un remerciement à tous nos naturopathes ISUPNAT, qu'ils soient en cours de cursus, qu'ils soient en activité professionnelle, pour leur enthousiasme. Et mon dernier mot de remerciement, c'est pour vous tous, pour tous ceux que je n'ai pas cités, pour vous, le grand public, qui nous témoignez de votre confiance depuis des années. Vous suivez nos conférences, vous suivez nos ateliers pratiques, vous suivez nos colloques, etc. Vous suivez notre formation en naturopathie parfois. Et je vous en remercie également. Alors, pourquoi vous savez que nous sommes 850 et que nous avons dû, hélas, refuser beaucoup de personnes. Mais je vous donnerai une bonne nouvelle tout à l'heure, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Et donc, pourquoi, au fond, le jeûne intéresse-t-il autant de monde? Bien, tout simplement, pour moi, ça tombe sous le sens. Lorsqu'on a la vitalité disponible, le jeûne est un extraordinaire moyen de prévention santé en naturopathie. Et comme l'a écrit un conférencier qui passera tout à l'heure, c'est une extraordinaire aventure intérieure, ce jeûne, pour ceux qui l'ont vécu. Et traiter du jeûne, parler du jeûne, je dirais que c'est revenir à l'ADN d'ISUPNAT. ISUPNAT, vous savez, c'est l'organisme de formation que j'anime avec de nombreux professeurs. Nous sommes à la fois fondés sur la tradition hippocratique et sur la modernité. Quand on pense à la tradition hippocratique pour le jeûne, on pense bien entendu à Hippocrate et tous les grands précurseurs du jeûne jusqu'à, je dirais, à la fin du XXe siècle, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient américains, qu'ils soient russes ou soviétiques. Et puis, quand on pense également à la modernité, on pense aussi à toutes ces grandes avancées scientifiques, ces découvertes depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, je pense aux travaux du professeur Walter Longo et bien d'autres dont on va vous parler tout à l'heure. Et je vous parlais tout à l'heure d'aventure intérieure, et bien justement, les intervenants qui vont être là cet après-midi vont vous faire vivre cette aventure intérieure. Qu'ils soient chercheurs renommés, comme le professeur Yvon Lemao, qu'ils soient médecins ayant une très grande expérience du jeûne, comme le docteur François Wilhelmy de Toledo, qu'ils soient documentaristes dans le domaine de la prévention santé, comme Sylvie Gillement et Thierry de l'Estrade, qu'ils soient encore écrivains et philosophes, comme Frédéric Lenoir, ou qu'ils soient tout simplement encore inconnus de vous, et qui gagnent à être connus. Je pense notamment à Jean-Jacques Trochon, qui vous parlera de son expérience tout à l'heure. Je vous le disais, une très belle journée nous attend avec des rencontres. Première rencontre, c'est bien évident avec tous nos conférenciers. Une autre rencontre avec nos partenaires ISUPNAT à chaque pause, que vous pourrez ainsi retrouver. Et puis une rencontre aussi avec nos naturopathes. Vous savez que ça va être la première fois, je vais décerner ce qu'on appelle ISUPNAT, trophée ISUPNAT demain. Je vous en reparlerai tout à l'heure, à 3 naturopathes qui ont été sélectionnés par un jury. Et puis rencontre, et là j'en termine, rencontre avec une voix, avec une très belle voix, à partir de 19h15, celle du ténor Mathieu Sampéré. Et j'ai tenu à ce qu'il soit là, pour à la fois nous permettre de bien commencer l'année dans la joie d'être ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous en remercie. Pour la première conférence, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Yvon Lemao. Alors, professeur Yvon Lemao, vous pouvez déjà monter sur l'estrade. Donc, vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie émérite, membre de l'Académie des sciences, et vous
vous êtes quelqu'un qui va sur le terrain, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Vous avez beaucoup étudié les manchots royaux comme indicateur de la biodiversité marine et de ce qu'on appelle aujourd'hui le changement climatique. Et votre intervention d'aujourd'hui va porter justement sur les animaux comme modèle pour la compréhension des mécanismes du jeûne. Voilà. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le professeur Yvon Levallois. Bien. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Puis c'est intéressant parce qu'à 3 jours d'intervalle, j'interviens dans ce cadre et mardi, c'est une séance de l'Académie des sciences. Je trouve que ça se complète remarquablement bien. Je vais vous parler des animaux, effectivement, comme modèle pour la compréhension des mécanismes d'adaptation au jeûne prolongé. Il y a à peu près 47 ans, je me préparais à hiverner en Terre Adélie. C'était le moyen de faire un service militaire, puisque c'était obligatoire à l'époque, intelligent, comme dans la coopération, en commençant dans une nouvelle discipline, parce qu'à l'époque, figurez-vous que l'étude des animaux dans leur milieu naturel, elle se faisait en les amenant au laboratoire. Ça avait été développé par un grand Norvégien, Knut Schmidt-Nielsen. C'est lui qui a découvert tous les mécanismes par lesquels le dromadaire est capable d'économiser l'eau. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens technologiques d'étudier l'animal dans son milieu naturel. Et là, j'ai eu la chance, durant ma carrière, de participer au développement de cette nouvelle discipline qui s'appelle l'écophysiologie, qui consiste à étudier les animaux in situ, et cela n'a été rendu possible que par le développement de nouvelles approches. Et ces approches, vous allez les voir apparaître au fur et à mesure des années. Par exemple, les isotopes stables, c'est seulement depuis 1988. Et à chaque fois, ça a rythmé l'avancement de notre compréhension. Mais ce que je voudrais faire, c'est, à cette occasion, en parlant des animaux que j'ai particulièrement étudiés, donc ici vous avez des manchots Adélie et un manchot empereur, c'est faire un rappel d'ordre général sur ce qu'on oublie très souvent et qui consiste dans la perception des principes fondamentaux qui règlent l'utilisation des dépenses énergétiques de notre organisme, comme ça avait été bien expliqué dans le film d'Arte. Donc, la première chose à savoir, vous voyez ces animaux qui sont ici, au bord de la banquise, c'est en Terre Adélie. Ces animaux ont une vie caractérisée par l'alternance entre des périodes de jeûne à terre entre guillemets, puisqu'il s'agit de la glace. Ils viennent sur la glace, sur des rochers pour se reproduire. Et comme ils s'alimentent exclusivement en mer, ils ont de longues périodes de jeûne à terre. Et le roi ou l'empereur, plus exactement, de cette capacité de jeûne, c'est le manchot empereur, que l'on voit ici à droite sur cette image. Le manchot empereur, puisque le mâle, par exemple, vous le savez peut-être pour ceux qui ont vu La Marche de l'Empereur, assure seul l'incubation, et cela implique un jeûne de 4 mois pour un animal, 120 jours pour un animal de 40 kilos environ. La première chose à savoir, donc, c'est que ce jeûne qui fait partie du cycle de très nombreuses espèces animales, en fait, quand je m'y suis intéressé, et pour tout vous dire, j'étais parti, on m'avait fixé comme programme en Terre Adélie d'étudier les mécanismes de lutte contre le froid de ces animaux que l'on pensait être les points les plus importants, mais j'ai découvert en arrivant là-bas que c'était encore plus intéressant par rapport à leur jeûne. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que la plupart des espèces animales dans le milieu naturel sont amenées à jeûner, et pas uniquement dans des conditions où elles sont inactives,
mais aussi dans des conditions de très très forte activité. La seule activité, par exemple, qui puisse être comparable à celle déployée par un oiseau de petite taille, comme un oiseau-mouche, qui traverse chaque année le golfe du Mexique pour sa migration, ou les petits passereaux qui partent de chez nous et qui traversent le désert de Libye ou le Sahara, la seule activité vraiment comparable à cette activité intense, c'est le Tour de France. Et encore, les oiseaux ne sont pas dopés. Donc, c'est un jeûne, alors vous allez me dire, c'est un jeûne, beaucoup d'espèces jeûnent pour se reproduire, pour muer, pour migrer. Donc c'est un phénomène qui est une contrainte. Eh bien non, c'est un peu plus complexe que ça. Car cette vie des animaux, et il y a eu un superbe article dans les années 80 d'un Canadien, piloté un Canadien qui est décédé il y a quelques mois, qui s'appelle Mrosowski, qui s'appelait Nicolas Mrosowski. J'ai travaillé avec lui, et il a, dans un superbe article dans Science, montré que ce phénomène de jeûne est un phénomène spontané. Mais quelques images d'abord. Évidemment, je vais vous parler de manchots, puisque c'est l'un de mes principaux sujets d'étude. Donc voilà des poussins de manchots royaux, et c'est pour vous montrer que le jeûne ne sévit pas uniquement sur les adultes. Le manchot royal, comme nous l'avons montré, c'est un oiseau marin qui, latitude à Crozet, où il y a la quasi 3/4 de la population mondiale, dans les terres australes françaises, les Galapagos françaises, le manchot royal est obligé, les adultes sont obligés de partir au début de l'hiver, les saisons sont inversées, c'est le mois de mai, de partir en mer parce qu'il n'y a plus de nourriture à proximité, dans les centaines de kilomètres autour de ces îles. Les manchots royaux partent jusqu'à ce qui serait l'équivalent pour un animal partant de la même latitude dans notre hémisphère, c'est-à-dire La Rochelle. C'est comme s'ils allaient chercher leur nourriture au Cap Nord, au nord de la Norvège, laissant leurs poussins. Donc les poussins sont abandonnés, et le poussin de droite, par exemple, est un poussin qui n'a pas de réserve suffisante et qui ne peut pas passer l'hiver. Seuls les poussins ayant, comme ceux de gauche, des réserves suffisantes. Donc le jeûne, dans le monde animal, ce n'est pas uniquement les adultes, c'est aussi les jeunes, c'est aussi la progéniture. Et la plupart des poussins, donc ceux qui ont survécu, sont renourris par leurs parents à leur retour l'été suivant. Autre exemple de jeûne, un autre animal que j'ai étudié, c'est la femelle d'Eider. Cette image a été prise au Spitzberg. La femelle d'Eider, c'est de là que vient le mot édredon, hein, Eiderdown. Vous voyez ce duvet tout autour. La femelle passe quelque chose comme 98% de son temps sur son nid. Et nous avons montré que lorsqu'elle se lève, et elle va couvrir ses œufs avec son duvet, pour qu'ils ne se refroidissent pas, elle va partir quelques instants pour boire. Donc elle est à jeun également. Là, c'est la femelle. Chez le mâle, je l'ai dit tout à l'heure, le manchot empereur, c'est le mâle qui assure la plus grande part de l'incubation. Alors, ce qu'a montré Nicolas, mon collègue et ami Nicolas Mrosowski, c'est que le jeûne, chez l'animal dans ce milieu naturel, est un phénomène spontané et régulé. Ça veut dire quoi? Vous savez, en science, rien n'est trop compliqué pour être expliqué. La difficulté, c'est l'expliquer simplement. Ça veut dire que la diminution de la prise alimentaire est spontanée, elle est spontanée et régulée. Je vais vous montrer ça. Alors ici, avec Nicolas, on a refait sur des écureuils terrestres ce qu'il avait également fait sur des poules en incubation. Parce que la poule en incubation réduit, et là, il ne s'agit pas d'un jeûne total. C'est l'équivalent d'un régime très basse calorie. Vous voyez la diminution spontanée de la masse corporelle pour deux individus.
je n'ai pas de flèche lumineuse, mais vous voyez à un moment donné, au temps 0, à peu près ce qui correspond au temps 0, vous voyez une accélération de l'amaigrissement. C'est parce que, et on peut le faire pour une poule en incubation, on peut retirer complètement la nourriture. Mais c'est un phénomène spontané parce que la poule en incubation, si on lui met la nourriture à côté du nid, ne va pas manger davantage. Donc la réduction spontanée, la réduction de la prise alimentaire n'est pas une contrainte, elle est spontanée. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, il y a eu une adaptation qui a fait que l'animal, spontanément, dans cette période où la nourriture est plus difficile à trouver, et l'exemple précédent de l'eider montre bien, l'eider, si la femelle d'eider reste 99% de son temps sur le nid, c'est à cause de la prédation qui est intense. Le risque de prédation est énorme par des renards arctiques, par des labs, lorsque la femelle quitte son nid. Donc, il y a réellement une contrainte, mais si on met la nourriture sur place, l'animal ne mange pas davantage, ou ne mange pas s'il est à jeun. Donc, c'est bien un phénomène spontané. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il est régulé, c'est-à-dire que la prise alimentaire est régulée. Vous le voyez au niveau du temps 0, il y a évidemment, si on retire totalement la nourriture, il y a une accélération de l'amaigrissement. Et comme vous le voyez, lorsqu'on remet la nourriture, et on peut le faire sans que, par exemple, la poule abandonne, ou là, il s'agit d'écureuils terrestres en Californie. Vous voyez les images au début de la réalimentation, c'est-à-dire qu'on était donc passé d'un régime très basse calorie spontané de l'animal à un régime 0 calorie imposé quand on a retiré la nourriture. Quand on remet la nourriture, vous voyez qu'il y a un rebond. Mais ce qui est extraordinaire dans ce travail très simple, il suffisait de peser les animaux, ce qu'a montré Nicolas, c'est que l'animal ne rejoint pas la masse corporelle qu'il avait au moment où la nourriture a été retirée, mais la masse corporelle inférieure qu'il aurait eue s'il avait continué son régime spontané très basse calorie. C'est ça qui est remarquable, c'est un phénomène régulé. Alors, pourquoi j'ai proposé à Mrozowski de refaire cette opération ? C'est parce que j'avais une petite idée en tête sur la raison qui fait que l'animal réduit sa prise alimentaire de manière spontanée. Et ensuite, après ce rebond, il retrouve son régime très basse calorie spontané après ce rebond. Ce que j'avais en tête, c'est que ce phénomène pouvait être lié à un contrôle de la composition de l'animal, en sachant que s'il mange, il est susceptible, par exemple, de reconstituer certaines réserves. C'est ça que j'avais en tête. Et c'est ce qu'on a découvert, c'est-à-dire en faisant la balance azotée. C'est quoi la balance azotée ? C'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, entre la prise alimentaire spontanée et l'excrétion azotée, ce qui se retrouve perdu dans les fesses et l'urine. Au départ, comme vous le voyez, on a un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort lorsque l'animal est dans son régime très basse calorie spontané. Ça veut dire que l'animal ajuste sa prise alimentaire de telle manière qu'il ne perd pas de protéines. Cette toute petite prise alimentaire, c'est à peu près 20% de la prise alimentaire normale qu'il continue à avoir, c'est pour éviter une perte azotée. Évidemment, quand on impose le régime 0 calorie, le jeûne total, on a, vous voyez, moins 50 là, sur les écureuils terrestres, c'est 10 mg par 24 heures, il y a une perte azotée, puisqu'il n'y a plus de prise alimentaire pour compenser. Ensuite, au début de la réalimentation, vous vous souvenez du rebond, c'est parce que l'animal reconstitue la masse protéique perdue dans l'intervalle où il y avait le 0 calorie. Et ensuite, on revient au nouvel équilibre
qui est l'équilibre initial, de régime très basse calories spontanée, ou la perte. Donc, que se passe-t-il? La poule en incubation va se lever le moins de temps possible, mais le temps suffisant pour prendre de la nourriture qui va compenser sa perte d'azote. De même, l'écureuil terrestre, lui qui rentre en torpeur au cours de la période hivernale où il est plus difficile de trouver la nourriture, l'écureuil terrestre va sortir de sa torpeur, il a 2 ou 3 jours c'est une sorte d'hibernation finalement, il va sortir de sa torpeur, il va aller manger, et tous les 2 ou 3 jours, il va compenser ce qu'il avait perdu en protéines. Donc on est dans un cas, et c'est pour ça qu'on avait publié dans le journal international d'obésité, voilà les animaux, enfin bon, je vous traduis, c'était en anglais, donc les animaux sont capables de faire ce que l'homme aimerait faire, évidemment, ne perdre que l'excès de graisse et pas de protéines. Mais je vais revenir sur cette question des protéines, parce que les protéines, ça se révèle être une véritable réserve, donc que l'on peut utiliser sans danger. Deuxième point illustrant le fait que le jeûne chez ces animaux dans la nature, c'est un phénomène spontané et régulé, il y a une diminution régulée, et ça c'est tout à fait extraordinaire, de la température interne. Je fais une première catégorie chez les animaux de petite taille. Alors pourquoi je vous parle des animaux de petite taille, dont l'homme ne fait pas partie? C'est parce qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 catégories d'animaux par rapport au jeûne. L'animal de petite taille, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un métabolisme. Donc vous voyez là en ordonnée, c'est des watts, ça nous parle des watts par rapport à une ampoule, des watts par kilo. Alors évidemment, vous allez me dire, 1 kilo d'oiseau-mouche, c'est un peu... Mais on est obligé de prendre la même échelle. La même échelle pour... donc il y a quelques zéros pour les oiseaux-mouches, pour pouvoir mettre l'autruche qui fait 150 kg et l'oiseau-mouche sur la même image. Néanmoins, ce que vous pouvez voir sur cette image, c'est qu'en gros, c'est le message à retenir, le métabolisme par unité de poids, watts par kilo c'est par unité de poids, est environ 20 fois plus grand chez un oiseau-mouche, ou chez les mammifères, sur le mammifère de plus petite taille qui est la musaraigne, que pour une autruche, où c'est de l'ordre de 1 watt par kilo, au lieu de 20 watts par kilo. Quelle est la raison? Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre l'animal de petite taille et de grande taille. Pourquoi la musaraigne c'est 20 watts par kilo et pourquoi l'homme c'est à peu près 1 watt par kilo également? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une loi physique fondamentale dans le monde animal qui est le rapport entre la surface de déperdition et le volume producteur de chaleur. Et plus la taille est petite, quand on arrive à quelques grammes pour certains animaux, plus la surface est défavorable, c'est-à-dire est énorme par rapport au volume producteur de chaleur. Ça fait que le métabolisme par unité de poids doit être considérable pour compenser cette déperdition de chaleur. Si ma main avait le même métabolisme, si j'avais le même métabolisme qu'un oiseau-mouche, la température de ma peau serait de 100 degrés Celsius. Donc vous voyez ces différences énormes de métabolisme. Mais ça a une conséquence énorme par rapport au jeûne. C'est que pour la plupart des animaux de petite taille, seraient incapables de survivre à une nuit sans s'alimenter. À partir de là, vous allez comprendre pourquoi, sur tous les animaux de petite taille, il y a une baisse de la température. Et cette baisse de la température, elle ne se fait pas n'importe comment. Alors, il y a un très beau travail qui avait été fait il y a quelques années, déjà, en Norvège, par des amis norvégiens. C'est sur une mésange boréale. La mésange boréale, c'est une petite mésange, comme la mésange charbonnière chez nous, passe l'hiver en Norvège. C'est la région la région d'Oslo, par exemple. Et vous voyez l'évolution de la température interne au cours de la nuit.
Bon, en Norvège, à 16 heures, enfin dans cette région, à 16 heures, il fait déjà nuit, bien sûr. Et vous voyez la température, même pour une mésange nourrie et qui a été maintenue à 20 degrés durant la journée, donc là, elle a été maintenue en captivité à 20 degrés, vous voyez que même dans ce cas-là, et elle est à 20 degrés toujours durant la nuit, il y a une légère baisse de la température, ça illustre ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire il faut que la température interne baisse pour faire en sorte, ça va diminuer l'utilisation des réserves corporelles de l'oiseau, ce qui fait qu'il en restera suffisamment le matin pour aller chercher la nourriture. Évidemment, plus la température est basse, plus la température doit diminuer. Et vous voyez qu'à 0 degré, pour une mésange bien nourrie, durant la journée, la baisse n'est plus à peu près de 40 à 38 degrés, mais elle est plus basse, elle est à 37 degrés. Et à moins 20 degrés, la température baisse à 33 degrés pour permettre, et ça c'est un phénomène extraordinaire, on n'en connaît pas le mécanisme, mais qui fait que l'animal régule son utilisation d'énergie. Comme nous, on va, pour économiser du carburant, par exemple, ou du fuel s'il vient à manquer, on va baisser la température des radiateurs. C'est le même principe. L'image du bas est intéressante, parce que si on a une mésange, des mésanges, c'est des moyennes évidemment à chaque fois, si on a un groupe de mésanges qui a été dénutri durant la journée, qui n'a pas pu s'alimenter, ce qui peut arriver par mauvais temps, vous voyez qu'à 0 degré, il aura une baisse aussi importante que s'il se trouvait à moins 20. Il y a bien donc un calcul qui est fait par l'organisme et qui régule la température durant la nuit en l'abaissant pour faire en sorte qu'il y ait encore des réserves le matin suivant pour aller chercher la nourriture. Alors, qu'en est-il sur les animaux de grande taille dont nous faisons partie? Quid de la température corporelle? La baisse est faible, parce qu'il n'est pas nécessaire. Il y a quand même une petite baisse de température. Chez l'homme, au cours d'un jeûne prolongé, la température peut descendre fréquemment à 36 degrés, mais par exemple, un ours en hibernation, vu sa taille, quand il est en hibernation, sa température n'est pas inférieure à 33 degrés. Je vais vous parler des animaux qui sont mes animaux favoris, évidemment. Donc voilà des manchots empereurs, puisque là on est dans les animaux de grande taille, on y arrive, qui sont beaucoup plus comparables à nous, par conséquent, du point de vue des mécanismes d'adaptation. Et voici une colonne de manchots empereurs vers le mois de mars, c'est-à-dire au début de l'hiver antarctique, arrivant sur la glace de mer qui vient de se former, en évitant, comme vous le voyez, les zones un peu fragiles, pour venir à un endroit où la glace de mer est particulièrement bien ancrée entre des îles et le continent, pour se reproduire. Ce n'est pas un scoop, c'est la femelle qui pond. Par contre, vous voyez le mâle à droite. Le mâle à droite, c'est lui, il est plus gros. La femelle pèse à peu près 33, 35 kilos, le mâle 40, 42. C'est le mâle qui va non seulement être là durant la première période, bien sûr, qui va aboutir à la ponte de l'œuf, mais qui ensuite va couver l'œuf pendant plus de 2 mois, ce qui représente 120 jours de jeûne. Alors pour être très franc, j'ai pas peur de le dire, quand j'ai vu cela pour la première fois, je me suis dit, c'est ce que j'avais écrit à Madame Villelmy, au docteur Villelmy, ces animaux, je pense qu'ils ont des mécanismes que nous n'avons pas. C'est ce que je pensais à l'époque. Enfin, c'est ce que je lui ai écrit quelques années plus tard. Je pensais qu'ils avaient des mécanismes que nous n'avions pas. Je sais que c'est faux aujourd'hui. Et ici, le mâle va demander l'œuf à la femelle. Par cette cérémonie-là, il y a une partie de son abdomen qui est dépourvue de plumes, qui va venir en contact avec l'œuf qui sera posé sur les pattes, ce qui permet à l'animal de se déplacer sur ses pattes, l'œuf étant posé sur les pattes et maintenu en contact avec la peau qui est à 37 degrés et recouverte par des plumes. Ça fait une espèce de poche incubatrice. Mais on sait, et ça a été démontré 10 ans avant que je n'hiverne en Terre Adélie,
On savait donc depuis relativement peu de temps. Ce phénomène social de la tortue, ça a été bien montré dans la marche de l'empereur, c'est vraiment le mécanisme capital, le processus essentiel qui permet au manchon empereur de réduire son métabolisme. Quand ils sont en tortue, donc ils ont l'œuf, ils couvent tous, et ce que nous avons montré, et ça n'a été possible qu'après les années 2000, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a fallu attendre le début des années 2000, alors que j'ai démarré là-bas en 1971, il a fallu attendre le début des années 2000 pour pouvoir équiper les animaux de capteurs suffisamment miniaturisés pour ne pas les déranger et permettant d'avoir leur température interne. Et ici, donc, vous avez la baisse de température. Je vous ai dit, hein, c'est comme l'homme. On passe de 38 à peu près à 36 au cours du jeûne. Mais vous voyez que dès qu'il y a l'œuf, vers le 15 mai, il y a un rebond de la température, car il est nécessaire que l'animal maintienne une température relativement élevée. Pas question d'hibernation quand on couve un œuf. Sur une glace dont la température peut être à moins 50. Mais vous voyez que cette température est bien régulée, on le voit sur le mâle 3, le mâle du bas, alors que le mâle numéro 2, lui, avait perdu son œuf. Et là, sa température interne se met à fluctuer, et finalement, elle rejoint la température d'un ours en hibernation. Mais ce n'est quand même pas la baisse que l'on a vue tout à l'heure. Certains colibris, la température de certains colibris descend à 3 ou 4 degrés quand ils sont sur leur nid dans les Andes et qu'il y a du mauvais temps, qu'ils ne peuvent pas s'alimenter. Ce qui leur permet, tout en couvant leur œuf, alors les œufs se refroidissent, mais ce n'est pas grave, c'est prévu, et leur température baisse à 3-4 degrés. Là, on n'est absolument pas dans cette baisse de température, on est dans des valeurs de température comparables à celles observées chez l'homme au cours du jeûne. Maintenant, quid de la dépense énergétique ? Je vous ai dit, chez le manchon empereur, je pensais que le manchon empereur avait des mécanismes tout à fait particuliers, mais enfin, oui, il en a un, mais qui n'a rien à voir avec le jeûne. C'est ce phénomène où il s'agglutine, comme ça a été montré dans la marche de l'empereur, où ils forment ce qu'on appelle une tortue, se serrant les uns contre les autres. La pression est considérable, puisqu'on a 10 individus, au départ, vous voyez, une quarantaine de kilos, 10 individus par mètre carré. Nous avons déjà vu un couveur se retrouver à l'horizontale au-dessus du groupe, tellement la pression est phénoménale. Et je pensais qu'avec ce phénomène, ils évitaient l'augmentation de leur métabolisme au froid. Parce que regardez la courbe à droite, cette courbe où on a une zone qu'on appelle la zone de thermoneutralité, chez nous c'est autour de 20 degrés, dès que la température descend en dessous de 18-19, surtout si on est inactif, on commence à avoir froid, on commence à augmenter par le frisson notre production de chaleur, eh bien eux, ils ne commencent à augmenter qu'à moins 10. Et je me disais, en se serrant les uns contre les autres, ils évitent probablement cette augmentation. Je me trompais, parce que quand on a pu utiliser pour la première fois en 97, ça a été publié en Nature en 97, des isotopes stables, donc isotopes non radioactifs, comme vous le savez, comme c'est utilisé dans le domaine biomédical, on a pu montrer que leur métabolisme moyen, quand ils sont en tortue, durant les 120 jours, il est en fait inférieur au métabolisme minimum. Vous le voyez, là, on est en dessous, le métabolisme minimum est légèrement supérieur à 2 watts par kilo, et on est à 1,5 watts par kilo. Comment un métabolisme
peut-il être inférieur? On ne connaissait, c'était totalement nouveau. Totalement nouveau parce que on ne connaissait jusque-là qu'un mécanisme permettant d'abaisser le métabolisme, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'hibernation. On baisse la température interne et ça baisse. Mais là, nous avons une température élevée, puisque l'œuf doit être maintenu à 36-37 degrés. Et donc, il ne peut pas y avoir d'hibernation pour ces animaux. En fait, on a découvert là un mécanisme qui est différent de celui de l'hibernation, qui est la possibilité d'une baisse du métabolisme quand les animaux se serrent les uns contre les autres. Et on l'a vérifié en étudiant des petits lapins. Vous savez que les petits lapins, on disait, comme les chatons, dans leur nid, ils ont besoin d'être dans un nid au début parce qu'ils sont nus, ils ont une mauvaise isolation thermique. Comme ils sont déficients au point de vue isolation thermique, ils doivent se serrer les uns contre les autres. Cette interprétation s'est révélée fausse. Parce que ce que nous avons montré, c'est qu'en se serrant les uns contre les autres, comme le font des chatons, les petits lapins abaissent leur métabolisme. Et ils abaissent leur métabolisme, ce qui leur permet de grandir, de réduire la vitesse la vitesse de croissance. Métabolisme inférieur, ils grossissent beaucoup plus vite. C'est une adaptation. Alors pourquoi sont-ils nus comme des vers? Eh bien parce qu'ils évitent le problème qu'ont les manchots empereurs. Figurez-vous que les manchots empereurs, contrairement à ce qui est dit dans la marche de l'empereur, ils ne restent pas des semaines ou voire des mois serrés les uns contre les autres. On a découvert qu'au bout de 45 minutes, ils doivent se séparer. En fait, c'est les conditions de mauvais temps sur place qui faisaient que personne n'avait bien fait attention à ça. Mais avec des caméras dans la colonie, avec des mesures de température sur les animaux, on a pu voir que toutes les 45 minutes en moyenne, ils se séparent. Pourquoi ? Parce que par le même phénomène que quand vous êtes avec un anorak dans un téléphérique, vous avez trop chaud, hein, eh bien, en fait, il crée un environnement tropical. Au milieu de cette tortue que vous voyez ici, la température en 45 minutes monte à 32 degrés. Et si les chatons, les petits lapins sont nus comme des vers, c'est parce que ça évite ce problème de surchauffe qui ferait qu'ils devraient quitter le nid, et comment remonteraient-ils régulièrement pour éviter une surchauffe. S'ils sont nus, c'est pour permettre ce comportement thermorégulateur sans surchauffe. Voilà, là on avait découvert un mécanisme nouveau. Donc vous voyez déjà comment l'étude de l'animation naturelle peut être une source d'information. Maintenant, il n'y a pas que des ajustements métaboliques, il y a aussi des ajustements du point de vue des carburants. Et donc, quid de la contribution des réserves énergétiques à dépenses énergétiques chez l'homme et chez l'animal? Parce qu'on va toujours avoir en point de mire maintenant l'homme. Quelques rappels, je crois que c'est essentiel. La valeur énergétique des réserves corporelles. Glycogène, alors là j'ai mis en kilocalories parce que tout le monde voit beaucoup mieux à quoi ça correspond. Glycogène, c'est seulement 4 kilocalories par gramme, mais c'est stocké avec 3 à 5 grammes d'eau par gramme. Donc, ce n'est pas très rentable de stocker du glycogène. Protéines, c'est 4,25 calories par gramme, donc à peu près la même chose, et c'est aussi stocké dans le muscle. Pour stocker des protéines, il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Donc, ce n'est pas rentable non plus de stocker. Hein, là, je suis très finaliste, on n'aime pas en biologie, on paraît très suspect, mais bon, quand même, ce n'est pas un hasard. Si les oiseaux de toute petite taille, comme cet oiseau-mouche qui, avec 1,5 g ou 2 g de lipides, traverse les 1500 mètres du golfe du Mexique, c'est pas un hasard s'ils utilisent l'énergie stockée sous forme de lipides. Et vous voyez, et dans le cas de ces oiseaux, c'est 9,5 kilocalories par gramme avec 0,1 g d'eau par gramme. Donc ça peut être stocké sans eau, c'est très avantageux. Donc finalement, 1 gramme de tissu adipeux fournit 6 à 8 fois plus d'énergie qu'un tissu stockant du glycogène ou des protéines.
Et quand on est sur une balance, qu'on commence à maigrir parce qu'on ne s'alimente plus, on est complètement découragé quand on voit qu'on perd de moins en moins, et même dans certains cas, on peut ne plus avoir de perte de poids. C'est au contraire très bon signe. C'est qu'on est en train d'utiliser les lipides. Il y a un autre point important, c'est que les réserves énergétiques ne sont pas disponibles de la même façon. Le glycogène est épuisé en seulement 24 heures. C'est la réserve d'urgence. Les protéines corporelles, la mort survient lorsqu'elles ont diminué de 30 à 50%. À l'époque, on mourait du sida. Ça correspondait à la perte de la moitié de la masse dite maigre, donc des protéines corporelles. Cette masse maigre qu'on appelle la masse métaboliquement active. Par contre, les lipides, on peut tolérer une diminution de 95% des réserves lipidiques. Regardez les coureurs de marathon, le dopage actuel du Tour de France où ils sont squelettiques, ils ont très très peu de réserves de graisse. C'est compatible avec la vie. Mais il en faut quand même. Il en faut, d'où le danger. D'où le danger. Dans ces conditions, vous ne serez pas surpris que, vous savez probablement déjà, que le mécanisme d'adaptation majeur au jeûne prolongé, c'est l'épargne protéique, qui résulte de la mobilisation des lipides et de la production des corps cétoniques. C'est Cahill qui a montré ça. Mais un point extrêmement intéressant et tout à fait remarquable, c'est que la contribution, cette mobilisation des lipides, et on va parler en termes de contribution des protéines corporelles, puisqu'il y a ce processus d'épargne protéique, la contribution des protéines corporelles à la dépense énergétique en pourcent. Donc, vous voyez par exemple là, avec une très faible adiposité initiale, les protéines contribuent aussi bien sur les oiseaux, les mammifères, à 30% de la dépense énergétique, lorsque l'adiposité est très faible. C'est pareil chez l'homme. L'homme s'inscrit dans cette image-là. Inversement, avec une très forte adiposité initiale, vous voyez qu'on sera en dessous de 10%, mais on ne peut pas descendre en dessous de 4%. C'est-à-dire qu'un homme obèse va perdre moins de protéines qu'un homme maigre, mais la contribution de ces protéines à dépense d'énergie ne pourra pas être inférieure à 4%. Très important à retenir pour la suite. Par ailleurs, que se passe-t-il lorsque le jeûne se prolonge? Là, vous avez deux courbes, c'est chez le manchot empereur, les lipides et les protéines. Eh bien, vous voyez qu'il y a une rupture en dessous de 23 kg. Cette rupture, d'ailleurs, ce n'est pas une surprise, elle correspond au moment où ils partent. Il y a une rupture, c'est-à-dire que vous voyez que une accélération de l'utilisation des protéines et une diminution de l'utilisation des lipides. Je rassemble ces deux informations. Au début du jeûne, l'organisme s'adapte, et l'homme en fait partie, s'adapte en calculant d'une manière que nous ignorons encore. Il est capable de calculer l'adiposité pour ajuster la proportion d'utilisation des lipides et des protéines en fonction de l'adiposité initiale. Mais avec quand même une valeur seuil d'utilisation de protéines. Parce qu'il y a des tissus qui ne peuvent pas se passer de protéines. Et puis, à la fin du jeûne, et là, on ne pouvait le faire, évidemment, pour des raisons éthiques évidentes, on ne pouvait l'étudier que sur des animaux qui jeûnent spontanément. Lorsque le jeûne se prolonge, il y a une diminution à un moment donné, et on retrouve la même figure chez le rat de laboratoire, chez l'animal naturel, parce qu'on a pu ensuite mimer chez le rat de laboratoire de la même manière. Lorsque 80% des lipides ont disparu, il y a moins d'utilisation des lipides, ceux-ci étant préservés pour
être utilisés pour la recherche de nourriture. Donc c'est ce qu'on voit ici. Le pourcentage du métabolisme à partir des protéines, vous voyez, c'est 4% pendant 4 mois sur le manchot empereur, puis à un moment donné, ça augmente. Alors ça veut dire quoi si on fait rentrer dans cette compréhension des mécanismes l'homme super obèse, tel qu'on le rencontre notamment dans les cliniques américaines, c'est-à-dire avec l'équivalent de 2, 3 ans, 4 ans de réserve de graisse. Le problème, c'est que c'est quelques mois seulement de protéines avant d'atteindre la période critique de diminution de la moitié des protéines. Donc, prenons des individus de taille d'adiposité plus ou moins grande, entre A et E. A et D, on est adiposité croissante. Donc, au départ, l'individu B, il est maigre, donc plus forte utilisation de protéines, et plus rapidement, il va y avoir l'accélération, la phase 3 d'accélération de l'utilisation des protéines. S'il a plus de réserves lipidiques, il aura une bonne épargne protéique, mais en C, l'accélération de l'utilisation des protéines va arriver plus tard. Encore plus tard en D, puisqu'il y a plus de lipides, mais toujours avec la même contribution des protéines, puisqu'il y a ce seuil. En E, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous avons repris les données de la littérature, et à cette époque où il y a eu des tentatives complètement stupides de records de jeûne, en fait, on peut calculer que le patient atteint la disparition de la moitié de ses protéines alors qu'il est encore obèse. Il n'a pas atteint ce seuil de disparition de 80% des lipides qui induit l'accélération de l'utilisation de protéines. Et vous allez voir que ce seuil qui induit l'accélération de l'utilisation de protéines, il est capital pour l'animal dans son milieu naturel. Car il permet de répondre à la question comment la réalimentation est induite avant qu'il ne soit trop tard. On s'est posé la question, comment se fait-il, et ça répond à beaucoup de critiques, notamment dans le domaine médical, où dès qu'il y a une perte de protéines, c'est vu comme un danger. Ça me pose la question, mais vous l'avez vu tout à l'heure, la perte de protéines, un manchot empereur, il perd 10 kg de protéines. Même si c'est seulement 4%, du fait de la faible énergie produite par la contribution de 4% de protéines. On n'a jamais vu un manchot mort. Et ça fait depuis Dumont d'Urville, depuis le 19e siècle. Donc, dès qu'il y a eu la technique de suivi par Argos, c'est ce qui est illustré par cette balise Argos miniaturisée, on a suivi, nous, les animaux qui partaient au poids les plus bas. Et là, vous avez 2 tracés par satellite, obtenus par satellite. Tout cela est de la glace. Vous avez la côte de Terra Deli. Ces 2 individus qui correspondent au poids des individus en dessous duquel on ne trouve plus aucun individu dans la colonie. Nous avons démontré par ce suivi qu'ils sont capables de marcher jusqu'à 150 km pour trouver ces ouvertures orangées dans la banquise, qui sont des trous dans la banquise où ils peuvent s'alimenter. Ça correspond à la première image que je vous ai montrée au début de mon exposé. Ils sont au bord de la mer pour s'alimenter. Donc, ces individus qui partent au poids le plus bas, avec les plus faibles réserves, ils ont l'équivalent de ce que nous avons, c'est la documentation de mon véhicule, qui dit, à un moment donné, il y a un signal qui va s'allumer et qui va nous alerter sur la nécessité de remettre du carburant. Mais on a encore 50 km à peu près d'autonomie, sinon 100. Un manchot empereur, en leur apprenant à marcher sur tapis roulant, on a pu calculer qu'ils ont 180 km d'autonomie encore, lorsqu'ils partent au point le plus bas. Mais quel est le signal qui les alerte? Ils n'ont pas de documentation avec eux. Eh bien, ce signal, on sait, en tout cas, caractériser l'environnement métabolique
qui le déterminent. Et c'est notamment, donc vous voyez cet index comportemental avec une agitation des champs, ça c'est le signe que l'animal est prêt à partir. Eh bien, en partant du haut, c'est la baisse de la cétonémie, quand le bêta-hydroxybutyrate baisse. En même temps, ils ne se dopent pas comme les coureurs du Tour de France, mais ils ont une augmentation spontanée de corticoïdes. Et puis l'augmentation de l'acide urique et la perte de masse, tout ça est cohérent avec le fait que la contribution des protéines est plus grande. Nos derniers travaux qui datent de... Enfin, ce n'est pas les derniers, mais les derniers publiés qui datent de 2016, nous ont permis de faire une étude de protéomique. On a dosé des milliers de protéines. Et sur ces milliers de protéines, on a cherché à comparer la protéomique de manchots qui partaient parce qu'ils avaient été relevés par leur conjoint ou qui partaient par abandon parce qu'ils n'avaient pas été relevés. Ça nous a permis de voir, c'est en rouge, que contrairement là aussi à ce que je pensais qu'ils anticipaient une situation qui pouvait être de dégradation. Non. Ils partent lorsque des protéines qui lient la vitamine D, qui jouent un rôle dans l'équilibre acide-base, qui interviennent dans le métabolisme des glucides et la sensibilité à l'insuline, commencent à montrer une déficience. C'est à ce moment-là qu'ils abandonnent. Et nous savons qu'ils partent sans danger puisqu'on les voit revenir plus tard. Quel pourrait être le mécanisme? Alors on a pu montrer que le rat de laboratoire, ça avait été repris dans le film de Sylvie Gilman et Thierry Lestrade, le rat devient hyperactif à un moment donné lorsqu'il est à jeun. C'est ce qu'avaient montré des collègues américains. Et j'ai pu montrer, dans le cas de la thèse d'un jeune chercheur du laboratoire, c'est en rouge, qu'il y a une augmentation du neuropeptide Y dans leur hypothalamus à ce moment-là. Le neuropeptide Y, c'est le principal peptide impliqué dans le phénomène de faim. Nous savons que chez l'homme, quand le neuropeptide Y, c'est parce que nous avons faim. Donc l'animal a faim à ce moment-là, alors qu'il était anorexique auparavant. On l'avait vu dans les expériences sur les poules, sur les écureuils terrestres. Mais il y a un autre point qui est important au cours d'un jeûne, c'est de ne pas se réalimenter trop vite. C'est pour ça qu'à Berlingen, par exemple, on apporte un soin tellement grand à la réalimentation après un jeûne. Eh bien, figurez-vous, nous avons découvert qu'au moment de cet histogramme rouge-là, qui correspond à la sécrétion de neuropeptide Y dans le cerveau, il y a des divisions cellulaires qui vont reconstituer les villosités intestinales qui s'étaient atrophiées au cours du jeûne. Et ça, c'est tout à fait classique et c'est normal, parce que nous avons de nombreuses protéines qui ne sont plus nécessaires au cours d'un jeûne, mais qui vont contribuer à une part énorme de leur dépense énergétique. Le système digestif, c'est pour 20% de sa dépense, c'est 20% de notre dépense énergétique. Donc le fait qu'il y ait une mort cellulaire à ce niveau permet de tolérer un jeûne plus long. Mais il arrive un moment où il faut reconstituer les villosités parce qu'on arrive dans une nouvelle période, une nouvelle étape où la priorité n'est plus de durer, mais de se réalimenter avant qu'il ne soit trop tard. Et il reste suffisamment de réserves pour couvrir la distance, comme nous l'avons montré. Et il y a ce qui normalement caractérise le cancer, mais il y a dans ce cas-là une suppression temporaire de l'apoptose, et c'est ce qu'on voit dans l'image en haut à droite. Les villosités, elles sont c'est comme une bouture, il n'y a plus d'apoptose, et ça c'est un phénomène temporaire qui va faciliter la restauration des villosités en tenant compte des divisions cellulaires et de l'augmentation de la migration des cellules le long des villosités. Donc tout est fait pour favoriser la réalimentation. Est-ce que le signal de réalimentation existe chez l'homme? La question reste certainement ouverte, mais d'après
j'avais demandé au docteur Wilhelmy, et d'après de vieux écrits, il semblerait, enfin, dans un certain nombre d'ouvrages, on dit qu'à un moment donné, il y a une fin absolument irrépressible. Elle va dans ce sens. Qu'en est-il chez le patient extrêmement obèse? À partir du moment où on n'atteint pas cette phase 3 d'accélération des protéines qui est associée au neuropeptide Y, il ne peut pas y avoir de sentiment de faim. Donc là, c'est le déséquilibre des réserves corporelles qui peut expliquer la chose. Je termine, car je suis à mes 50 minutes. Je termine par un dernier chapitre. C'est essentiellement les travaux d'un de mes meilleurs élèves, qui est celui d'utiliser la biodiversité comme source d'innovation biomédicale. Tout ce que je vous ai montré donc donne des éléments par rapport à l'homme, mais il y a un animal qui fait encore mieux. C'est une des exceptions dans la nature qui est l'ours en hibernation. Sa masse maigre ne diminue pas significativement, ce qui est montré par l'image de gauche. Il conserve sa force. Regardez, sa force est pratiquement conservée entre l'histogramme bleu et violet après 6 ou 7 mois d'hibernation. Regardez chez l'homme, par différence entre l'histogramme vert et jaune, le problème chez l'homme, on ne sait pas empêcher la perte de protéines. Donc même si tous nos travaux montrent qu'il n'y a aucun problème à perdre des protéines, il y a quand même quelques situations où ça pose problème. La personne extrêmement âgée, on ne sait pas empêcher la cachexie au-delà d'à peu près 90 ans. On ne sait pas non plus, et Pesquet, nous avons suivi Pesquet durant son séjour dans la station internationale, ces 2 ou 3 heures d'exercice par jour ne suffisaient pas. Voilà 2 cas où on aimerait pouvoir l'empêcher. Or, l'équipe de mon jeune collègue, là, il m'a associé à ce travail, mais c'est surtout eux qui sont les moteurs, le sérum d'ours hibernant stimule la synthèse protéique sur des cellules humaines. Ça franchit la barrière des espèces. Donc vous voyez qu'il y a des sources, avec la biodiversité, des sources d'innovation, et je pense que la recherche dans ce domaine est extrêmement prometteuse, puisqu'il y a à la fois une augmentation des synthèses protéiques et une diminution de la dégradation protéique. Lorsqu'on ajoute du sérum in vitro, du sérum d'ours en hibernation. Mes conclusions, donc j'arrive à terme de cet exposé, toutes les informations dont je vous ai fait part montrent que les principaux processus physiologiques qui permettent l'adaptation à un jeûne prolongé chez les animaux sont similaires à ceux que l'on observe chez l'homme. Bon, il y a un cas qui est encore plus performant, c'est celui de l'ours, mais c'est vraiment une exception. Tout cela montre que l'adaptation au jeûne s'est mise en place extrêmement tôt dans l'évolution, parce que sinon on ne pourrait pas expliquer que pour un hérisson ou un oiseau-mouche ou l'homme, l'efficacité, par exemple, de la réduction de la mobilisation des lipides soit la même. C'est vraiment des mécanismes similaires. Et puis la biodiversité avec l'ours reste une source d'innovation biomédicale. Je vous remercie pour votre attention.